Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de 144p, le podcast pixelisé. La création d'un podcast est déstabilisante. On pense aborder un thème ou un sujet et très vite on est dépassé par l'actualité ou rattrapé par l'actualité foisonnante et aussi la vie qui avance et qui vous apporte son lot de surprises. Alors, pour ce deuxième épisode, je pensais vous parler d'un film. Après avoir parlé d'un clip, je me disais que ça ouvrait le regard sur la création. Et puis, j'ai redécouvert quelque chose que j'avais laissé depuis très longtemps dans un cartable, puis dans un carton. En refaisant un peu de tri dans mes affaires, j'ai retrouvé, un peu comme un souvenir, un peu comme une boîte cachée dans un mur, comme dans le film dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai retrouvé un cahier. Et sur ce cahier est indiqué cinéma. Et c'est donc le cahier des séances de cinéma que j'ai découverte à partir de l'âge de 14-15 ans. Et donc, j'ai repris ce cahier, je l'ai ouvert pour voir un peu qu'est-ce que j'y avais laissé. Et en ouvrant la première page, c'est pas vraiment le premier film que j'ai vu et dont la critique est restée depuis cette date. C'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et ce qui est très étonnant, c'est que je ne me rappelais plus du tout avoir vu ce film en salle. Et petit à petit, en relisant cette critique, en voyant la date à laquelle je suis allé, et en gardant le ticket de cinéma, j'ai même le ticket de cinéma. Ça, c'est quand même assez génial. Eh bien, je vois le cinéma et la salle dans laquelle j'étais, et c'est une séance du 7 août 2001 à 14h. Donc, c'était clairement pendant les vacances d'été. Donc c'est un peu normal, peut-être que j'y ai pas pensé. Je me rappelais plus de ça parce que c'était en vacances, quoi. On va se faire un ciné comme ça sans vraiment avoir trop d'attente sur le film qu'on va voir. Et là, ce qui est génial, c'est que la critique, elle dit trop fort. J'ai adoré la manière dont Amélie se prend pour installer le bonheur et la joie chez les autres. C'est un film vraiment formidable. Voilà. Voilà la critique que j'ai laissée pour la redécouvrir quelques années plus tard. Je pensais que c'était plus étoffé que ça, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Mais avec le temps, ce qui est intéressant, c'est que ce film, il est resté dans mes DVD pendant des années. Mais ce qui est très intriguant, c'est que souvent quand je vois un film et qu'il me marque, je vais pas forcément avoir besoin de le revoir plusieurs fois. Peut-être que je le reverrai une ou deux fois, en laissant passer du temps, en laissant passer 1 ou 2 ans entre chaque visionnage. Mais là, je sais que Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, j'ai dû le voir au cinéma et après, un peu plus tard à la télévision, quand il est passé 1 ou 2 ans plus tard à la télé. Je ne l'ai pas revu en boucle. J'ai pas eu ce besoin. Par contre, je me rappelle que ça a été un choc émotionnel, ce film, quoi. Ça a été vraiment quelque chose qui a marqué quelque chose au fond de moi, dans l'apprentissage, dans la manière dont le film était réalisé, dans l'attention qui était mise à la qualité d'approche. On voyait que c'était un film fait avec beaucoup de poésie, et surtout pour faire du bien au public, pour accompagner le public dans un moment, de joie, j'allais dire, pour créer un moment de joie dans une salle de cinéma, et d'émotion, une forte émotion. Quand j'ai découvert ce cahier, je me suis dit, la première page, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il serait dommage de faire un deuxième épisode avec un film que j'ai vu très récemment, alors que cet épisode-là pourrait justement commencer un peu à expliquer les relations et les différents niveaux d'interprétation entre un créateur de film
quelqu'un qui va vous raconter une histoire, toute son équipe autour, et le public qui reçoit cette histoire et qui va l'accompagner au quotidien. Un peu plus tard dans le podcast, vous aurez un épisode où j'aborde un peu la question avec une invitée. Donc, je me suis remis devant le film d'Amélie Poulain et je me suis dit, ce serait dommage de rester sur une critique assez courte qui, au final, est un peu un regard de spectateur qui n'a pas encore tous les outils, tous les éléments pour pouvoir comprendre ce qui vient de lui arriver. Parce que c'est exactement ça, ce cahier, en fait, c'est une liste de petites critiques pour se dire, voilà, j'ai vu ce film, très bien. Alors, je vous propose de faire un début d'analyse ou de critique mise à jour. Et ça commence tout de suite, ça dirait ça. De 22 secondes à 1 minute 33, la voix off d'André Dussolier nous accueille dans ce film en nous racontant 4 histoires d'une voix assurée à un rythme effréné. Et je crois que ça marque tout de suite. Quand on entre dans le film, on est tout de suite pris par la main et la voix off nous dit viens avec moi, j'ai quelque chose à te raconter et ça va aller très vite. On a une première histoire avec la mouche dont on détaille le nombre de battements d'ailes à la minute et on nous décrit un être petit, fragile, éphémère dont on ignore les facultés. Et ces facultés sont exceptionnelles, elles nous sont décrites comme étant des millions de battements à la minute. Et tout à coup, elle se pose sur le sol, une voiture passe, elle se fait écraser sans vergogne d'un seul passage de voiture. Voilà, terminé. On a ensuite une table dont la nappe vacille et se soulève sous le vent sans que personne ne s'en aperçoive, ce qui révèle la magie en fait des éléments ignorés de tous. Je suis en train de penser à quelque chose. Si vous n'avez pas encore vu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, allez-y, parce que là, je risque de divulguer quand même quelques éléments qui se déroulent dans le film. Alors, on a une troisième histoire. C'est l'homme triste qui efface le nom de son ami, qui s'appelle Maginot, dans un carnet, ce qui crée à la fois un point de rappel et de rupture avec l'histoire. C'est assez subtil et pince sans rire. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'histoire d'après-guerre, on est dans une histoire qui va nous remettre dans un état de nostalgie, mais un peu en ayant passé tous les remous du siècle dernier, quoi. Et puis en nous ouvrant au monde moderne. C'est un petit peu ça que j'y vois. Et qui par la même occasion représente une fin de vie, la mort d'un ami, et la fin d'un cycle. Donc on a dans cette scène, et d'ailleurs dans ces 3 scènes, le côté un petit peu de cycle, et de moments formidables, et puis de fin de vie, quoi. Voilà. Donc à L3, ces histoires pourraient servir d'allégorie pour définir la vie en quelques secondes. Il y a de la magie, du fabuleux, de l'exceptionnel, et malheureusement de la tristesse et une fin à cette histoire, mais qui reprend ensuite quand on voit la séquence suivante. Dans cette vie fragile et magique et tourmentée, on nous raconte la création et la naissance d'Amélie dans une séquence d'images digne d'une étude médicale qui donne un sentiment d'un événement heureux, mystérieux et dégoûtant à la fois. Quand on arrive à représenter quelque chose d'aussi vaste en si peu de mots et de temps, c'est vraiment le signe d'être face à une œuvre qui nous emportera dans une aventure intense et effrénée. On l'a bien compris dès les premières paroles de la voix off qui nous dit allez hop, je t'emmène et je te raconte une histoire le plus rapidement possible. On est pris dans le tourbillon de la vie et dans le tourbillon d'une histoire qui va nous dévoiler une part de la vie, entre guillemets, en tout cas celle de la vie d'Amélie Poulain, quoi. Et donc cette dernière histoire, l'histoire de la naissance d'Amélie Poulain, elle vient ponctuer une séquence de résumé de la vie, fragile, éphémère, poétique, composée de la mort, de la vie, de la naissance, du mystère, de la joie et du dégoût, et d'un cycle, l'idée d'un cycle qui se répète. Au point de ressentir une grande nostalgie accompagnée d'une énorme légèreté. Et en effet, on peut prendre conscience que ce cycle de vie décrit est celui dans lequel nous vivons. On peut très vite s'identifier à ce qui y est raconté.
Mais il y a un élément supplémentaire qui vient guider la part la plus touchante et légère de cette séquence. C'est la musique de Yann Tiersen, qui nous raconte tout ça en sous-texte, accompagnée par une réverbe importante, une énorme réverbe, dont le réalisateur Jean-Pierre Jeunet fait allusion dans le commentaire qui donne du film dans le DVD. Et donc, cette musique accompagnée d'une énorme réverbe, un peu comme si on était dans un grand hall de gare, eh bien, ça donne l'impression d'être au-dessus de la réalité, comme dans un lointain souvenir ou au fond d'un rêve dont on ne se souviendrait pas le lendemain. Il y a quelque chose de très ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, on a une histoire qui va très 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 vite et on nous emmène vers quelque chose où on va nous expliquer une histoire un peu magique, un peu rythmée, et de l'autre côté, une musique très lancinante, en tout cas, au début elle est rythmée, mais avec un effet très lancinant, très très lointain, très irréel en fait. Et donc ces 4 histoires courtes résument la vie et gardent pourtant tout le mystère et le suspense de l'histoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on peut se demander au passage si c'est un résumé accéléré ou une évocation. En tout cas, en 1 minute 10, cette séquence est d'une efficacité redoutable par sa rapidité et sa clarté. On découvre là une richesse de récit qui nous prend par la main pour nous annoncer que l'histoire que l'on s'apprête à suivre sera enivrante et pleine de surprises, mais également émouvante. Et ce film date de 2001. Donc il a dû être fait dans les 2 ou 3 ans, entre 5 et 3 ans avant. Et déjà, il y a une efficacité de rythme qui, je trouve, annoncera certainement ou en tout cas emprunte une manière de raconter les histoires qui est assez rare et assez efficace. C'est vrai que c'est un peu très inspiré de l'esprit court-métrage, où il faut aller très vite, où on a entre 2 et 15-20 minutes pour pouvoir raconter une histoire parfois assez complexe. Donc voilà, il y a un aspect un peu court-métrage dans cette idée de vitesse et de rapidité et d'accompagnement qui s'enchaîne, quoi. Et ensuite, on a le générique qui démarre sur des images d'une petite fille qui joue seule à des jeux d'enfants. Est-ce qu'elle s'amuse ou est-ce qu'elle s'ennuie ? Ce générique nous prépare à suivre l'histoire de ce personnage, puisque la musique a changé, elle est plus enfantine, un peu plus proche, moins lointaine. Et donc, dans le commentaire, on apprend notamment que Jean-Pierre Jeunet s'est inspiré des différents métiers du cinéma pour pouvoir créer des petits jeux auxquels la fillette joue toute seule. Donc on s'imagine Amélie Poulain qui grandit et qui évidemment est toute seule, mais on ne sait pas encore pourquoi. Donc s'ensuit, pour démarrer le film, une présentation des personnages assez singulière. Ils sont stoïques devant de grands décors unis, des grands bâtiments, accompagnés de la même musique qu'au début. Et on commence par le père, la mère, accompagnés de flèches de titrage qui affichent le descriptif de détails qui appuient sur un défaut physique. Exemple, bouche pincée, signe de manque de cœur. On commence à nous décrire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. D'abord ce qu'ils n'aiment pas, les choses absurdes et des choses dans lesquelles on se reconnaît. Exemple, le maillot de bain qui colle à la sortie de la piscine, les doigts fripés à la sortie du bain, les marques d'oreiller sur la joue quand on se réveille, le patinage artistique. Et puis, à 4 minutes 34, le rythme ralentit. On revient sur l'histoire d'Amélie, l'explication de ce qu'elle voudrait et de ce qu'elle vit en réalité, qui met en avant sa difficulté relationnelle avec son père qui, à cause d'une erreur de diagnostic, la contraint à faire l'école à la maison avec sa maman institutrice. Et on entend les personnages parler pour la première fois. Arrivent les représentations de son monde créé pour l'aider à vivre seul, donc l'ami imaginaire crocodile, les vinyles à la réglisse, la voisine dans le coma qui cumule toutes ses heures de sommeil en une seule fois, le poisson suicidaire et toute l'aventure pour le relâcher, dont la musique accompagne parfaitement la tristesse de la séparation sous la pluie. Et en fait,
Tout cet enchaînement de présentation et d'accélération de l'histoire euh, nous plonge dans la poésie. Là, on se dit que on va vraiment avoir un film euh, qui va être le plus. Alors, je sais pas s'il sera doux, mais en tout cas, on se dit que ça va être poétique, ça va être beau, ça va être agréable à suivre. Euh, et tout à coup, le sens du film se dessine un peu plus précisément. L'histoire que nous allons suivre est celle d'une fille qui vit seule avec ses parents très stricts, qui plus tard fera tout pour améliorer la vie des gens qui l'entourent. Ça, c'est ce qu'on peut s'imaginer euh, dans, dans le titre. Mais la séquence suivante vient contrebalancer le début de cette histoire par l'entrée des autres dans la vie, notamment donc dans la vie du personnage principal, notamment le voisin qui accuse Amélie de créer des accidents à chaque fois qu'elle utilise son appareil photo offert pour, euh, euh, pour le départ du poisson rouge. Elle prend conscience que le voisin ment et donc répond en se vengeant, en débranchant le fil d'antenne sur le toit lors d'une finale de football. Et encore une fois ici, la situation est résumée en un rien de temps, avec peu de plans et un scénario qui démarre, se déroule et se résout dans l'instant. À 8 minutes 10, Amélie et sa mère vont faire une prière pour avoir un petit frère. Puis sortie de l'église, une touriste suicidaire tue sa mère. Et on est bien dans un conte où tout arrive très tôt, voire trop tôt. Voilà. Euh, et donc à 8 minutes 30, après toute cette introduction, Amélie a perdu sa mère, pousse un nounours, euh, son père s'enferme, et les jours, les mois, les années passent. Et nous sommes devant le bac à fleurs de leur maison, qui se régénère et se dégrade selon les saisons. Et enfin, Amélie est devenue adulte et quitte la maison. Elle va s'installer pour suivre sa nouvelle vie. Et nous la retrouvons serveuse dans un bar parisien. Et on apprend que dans 48 heures, son destin va basculer. Et, euh, et là, c'est un premier plan vraiment impactant, puisque on a un travelling avant vers le visage d'Amélie voilà, qui nous accueille dans l'histoire. Là vraiment, on n'est plus aux présentations. En tout cas, on n'est plus aux présentations de l'environnement proche d'Amélie. On va présenter le reste de l'environnement. Donc la notion de temps dans laquelle l'histoire se déroule devient plus proche, car on voit défiler des images très courtes, presque subliminales, de l'accident de Lady Diana, qui est filmé à travers une télévision cathodique. Donc on nous apprend que Amélie Poulain sa vie va changer dans 48 heures, et on nous suggère que cet événement va être le moment où la vie d'Amélie va changer. Donc on s'imagine que ça va être attaché à un moment historique réel qui va rapprocher l'histoire de notre histoire à nous. Mais, nous dit-on, pour le moment, elle n'en sait rien. Pour elle, la vie suit son cours au milieu de ses collègues et des habitués du café. Et donc le décor est planté en moins de 10 minutes, on sait où et quand l'histoire va se dérouler, puisque l'événement historique qu'on voit à la télé nous indique la condition de temps dans laquelle cette histoire se déroule. Ça aurait pu être dans les années 60, 70, et bien non, c'est fin années 90. Et on nous présente maintenant les collègues d'Amélie en couleur et en noir et blanc. C'est le premier effet de style colorimétrique qui dépeint le côté pile et face de chacun. Son voisin est dépeint différemment à la loupe de loin, car c'est un homme aux os de verre, donc un peu plus dont elle se méfie, ou en tout cas dont elle garde une certaine distance. Donc ça, c'est le voisin qu'elle a, son voisin de palier. Le cadre de présentation est plus distant et respectueux, tout en gardant le mystère intégral sur le personnage, qu'on découvrira plus tard dans le film. Donc il y a plusieurs rythmes réunis, esthétiques, puis un superbe mouvement de caméra pour expliquer la passion inconditionnelle d'Amélie pour les ricochets, qui nous fait entrer dans son espace. Et à un moment, on nous dit, pour Amélie, rien n'a changé, elle continue de se poser des questions. Et enfin, très très rapidement, puis dans la nuit du 31 août 97, on voit le journal télévisé. On apprend qu'un événement va changer sa vie. Donc, la mort de Lady Diana est annoncée par le présentateur du journal télévisé. Et on a un plan en travelling qui rappelle un peu celui du début, qui montre le choc d'Amélie. La caméra tourne autour et sa tête
vient se fixer dans l'écran de télé. Et alors on pense que, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus tôt, on pense que c'est cette nouvelle qui va changer sa vie. Et elle en perd le bouchon de son parfum qui roule. Et en fait, c'est pas ça, c'est le bouchon de parfum qui roule, qui tape dans le mur, qui va, là, changer sa vie. Et un peu comme l'histoire de mon cahier, elle découvre derrière une plainte qui tombe, due au choc du bouchon de parfum, euh, une boîte de souvenirs d'enfant qu'il a cachée il y a 40 ans euh, dans le mur. Et donc, elle se promet que si elle retrouve le propriétaire de la boîte, elle commencera à s'occuper de la vie des autres. À ce moment précis, on comprend le but de l'histoire. Euh, et donc, entre 13 minutes 30 et 15 minutes 12, le film devient une enquête. Ce qui nous annonçait un changement dans la vie d'Amélie dans les 48 heures prochaines n'est pas ce changement qu'on croyait, auquel on s'attendait. Donc en l'espace de quelques minutes, on s'est fait aussi, nous, un peu rouler dans la farine en tant que spectateur. Et c'est un peu le jeu qu'il y a dans un film. C'est d'aller découvrir une histoire et puis de se laisser un petit peu emporter, un petit peu surprendre et parfois être pris à contre-pied également. Le public s'est laissé berner par le poids émotionnel des images de la mort de Lady Di qu'on a vu un peu plus avant. Euh, et ce côté un peu image subliminale, ça montre que euh, savoir, entre guillemets, afficher des images, manipuler des images face à un public permet aussi d'orienter son état émotionnel et la manière dont il va anticiper la suite. Et à 15 minutes 08, Amélie toque à la porte de la concierge. La concierge n'est pas présentée par la voix off, c'est la première fois qu'on a un personnage dont on rentre dans la vie parce que Amélie va rencontrer ce personnage pour la première fois. Et donc, on entre peu à peu dans le présent de l'histoire. Amélie, quoique discrète, va enfin prendre le temps de discuter avec quelqu'un. Et on entre enfin dans l'histoire avec elle, en faisant la connaissance avec ce nouveau personnage, à son rythme. Et là, vraiment, en fait, on a un effet où on sort un peu de la présentation, on sort un peu de l'effet ultra rapide et ultra enivrant de ce démarrage d'histoire. Et on va nous faire rentrer petit à petit dans la recherche de qui est cet enfant qui a perdu la boîte. Alors, je m'arrête là, je vais pas vous dévoiler tout le film, mais déjà là, il y a des éléments en fait qui permettent de voir que techniquement, euh, il y a une manière de raconter, il y a une manière de rythmer les images, la suite des images pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous dynamiser l'histoire sans forcément trop nous en dire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui marque en fait. Dès qu'on entre dans une salle de cinéma et qu'on regarde un film, il y a quelque chose de la découverte perpétuelle et de la nouveauté perpétuelle où on va toujours chercher à qu'est-ce qui se passe ensuite, puis ensuite, puis ensuite. Et ça, c'est l'exercice assez périlleux de tout créateur d'histoire. Réussir à maintenir, entre guillemets, le fil pour que le spectateur suive ce qu'on lui raconte et puis qu'en même temps, il y ait des choses qui se passent qu'il n'est pas forcément prévues, qui viennent à un moment se rencontrer et puis le surprendre et lui permettre de comprendre un petit peu ce qu'on a voulu lui dire au départ et vers où ça amène. Et donc je pense que ce film a dû certainement impacter mon regard de jeune spectateur à l'époque par euh, la rapidité du montage, par l'efficacité de la manière dont c'est raconté et par le fait que les différents schémas, mais ça à l'époque je m'en rendais pas compte, les différents schémas d'histoire qu'on a dans les 15 premières minutes pour présenter le film sont tellement comment dire, enchaînés avec expérience, avec subtilité, avec l'amour de raconter des histoires aux spectateurs que voilà, les quelques plans en mouvement m'ont scotché. Je me rappelle plus de tous les détails de la séance, mais je sais que ces plans-là m'ont scotché et, euh, et m'ont même inspiré plus tard des idées de court-métrage. Euh, mais il y a quelque chose en fait qui fonctionne terriblement bien dans ce film
et qui tout de suite nous emporte, nous emmène. C'est la combinaison parfaite entre l'histoire qu'il nous a racontée, l'esthétique dans laquelle ça nous plonge, avec une image teintée de jaune, de vert, parfois rouge, mais plutôt en intérieur. Mais il y a un espèce de filtre régulier qui rappelle le conte, qui rappelle l'imaginaire. Et la musique entraînante ou très très nostalgique de Yann Tiersen, presque enfantine à certains moments, qu'en fait il y a une telle bonne combinaison de tous ces éléments que c'est pas pour rien si c'est un film qui a touché autant le public. C'est très très rare d'avoir un film qui dépasse, je sais plus combien de semaines il est resté à l'affiche. Et pareil, c'est un film dont on vantait également la diffusion outre-Atlantique, quoi. C'est un film qui a vraiment eu de très bonnes critiques, même aux États-Unis. Et donc, je pense qu'il y a un exercice de style dans ce film qui, dans tous les cas, va fonctionner parce que il y a quelque chose de très positif, de très joyeux, et à la fois très mystérieux. On ne sait pas tout de suite ce qui va se passer, on ne sait pas tout de suite comment ça va se dérouler, on ne sait pas tout de suite quel est le sujet du film. Et malgré le début d'enquête qui se déroule ce fameux soir où sa vie bascule, et bien petit à petit, on va découvrir sa relation familiale, on va découvrir ses relations du travail, on va découvrir un peu quels sont les différents ingrédients qui vont l'amener et lui permettre d'influencer la vie des gens, de les aider à aller mieux. Et je pense que ça, c'est... Voilà, ça a été très très bien... très très bien dosé, très très bien construit, et ça s'est vraiment bien retrouvé avec la bonne musique pour pouvoir s'ouvrir à des gens de différentes sensibilités. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur cette critique analyse d'Amélie Poulain pour cet épisode. En tout cas, pour le moment, si vous découvrez ce podcast, si vous tombez dessus par hasard ou si vous avez choisi de l'écouter, déjà merci. Je vous conseille de revoir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On peut avoir le souvenir d'un film un peu nunuche, et non, c'est pas un film nunuche du tout, c'est un film même qui, encore aujourd'hui, comporte énormément j'allais dire de références, c'est pas vraiment ça, mais ça comporte énormément d'éléments qui font encore écho, même plus de 20 ans après. Donc c'est un film que je vous conseille de voir ou revoir. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que le fait d'être allé voir ce film m'a fait premièrement apprendre à découper un poulet, ce qui est quand même une très bonne leçon de vie à apprendre dans un film. Et deuxièmement, c'est à cause de ce film que je n'ai pas découvert assez tôt Pirates des Caraïbes. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode. En attendant, merci beaucoup d'avoir écouté 144p, le podcast pixelisé, et à très bientôt pour un nouvel épisode.